Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre présence. Donc, je m'appelle Sylvain Montagny, je suis enseignant à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, responsable d'un master électronique et systèmes embarqués. Et au sein d'une petite équipe, on réalise un certain nombre de ressources pédagogiques orientées sur le LoRaWAN et l'Internet des objets dans sa globalité. On a donc écrit 2 livres qui sont gratuits et à disposition sur notre site internet. On a aussi une plateforme pédagogique qui est gratuite pour des termes académiques, mais dans le cadre du Wireless Day, on vous laissera à tous accès. Et enfin, on fait des formations pour toute personne qui est intéressée sur le LoRaWAN ou l'IoT. Ce sont des formations courtes de 2 jours. Et le sujet d'aujourd'hui, je vous propose de voir comment est-ce que l'on peut déployer un nombre très important de devices, d'objets connectés, en respectant un challenge qui est d'avoir quelque chose de très simple et quelque chose de très sécurisé. Donc ça, c'est le campus du Bourget-du-Lac, à l'Université de Savoie. Et sur ce campus, on n'échappe pas à l'actualité. Et donc, on s'est rendu compte il y a quelque temps qu'on ne pouvait plus chauffer les pièces à 25 degrés, les salles de cours. Dans ces mêmes salles de cours, on ne pouvait pas laisser la lumière allumée en permanence. Et les ressources en eau se faisaient rares, il faut absolument qu'on essaye de réparer les fuites un petit peu plus vite que l'on le faisait jusqu'à maintenant. Et si on veut relever ce challenge, au final, on se rend compte qu'il faut relever des données, et il faut que ces données elles aient de la valeur. Alors, quand on regardait comment est-ce qu'on faisait pour, par exemple, la gestion du chauffage dans l'université, avant, la donnée qui avait de la valeur, c'était exclusivement les données météorologiques. Cette donnée météorologique donnait une consigne de chauffage direct. Et puis, à l'université, il y a à peu près 50 bâtiments, et des bâtiments qui sont chauffés avec des niveaux d'isolation un petit peu différents, des bâtiments qui sont au sud, des bâtiments qui sont au nord, des tailles de salles de cours qui sont un petit peu différentes. Et donc, on se rend compte qu'avoir une seule donnée de température pour établir une consigne de chauffage, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut faire de la mesure de température dans chaque bâtiment. Et puis, c'est toujours pareil, il y a des bâtiments dont les salles sont au nord ou les salles sont au sud. Il y a des grandes pièces, des petites pièces. Donc, finalement, on se retrouve à mettre des capteurs de température, non pas dans les bâtiments, mais dans chacune des pièces. Et donc, cette donnée de température, qui auparavant avait très peu de valeur, elle a pris de la valeur, et pour la relever, il faut des capteurs. Alors, loin de moi l'idée de penser que la technologie va nous sauver, mais associée à des contraintes aux utilisateurs, elle va en tout cas nous aider. Alors, cette donnée qui a de la valeur, elle a une caractéristique, c'est que souvent, ce n'est pas tout le temps le cas, mais souvent, c'est une donnée de très petite taille, et souvent, cette donnée, on n'a pas besoin d'avoir un rafraîchissement très élevé. En connaissance de ça, on peut essayer de trouver une technologie qui nous permettra de la transmettre, cette donnée. Cette technologie, si on regarde les prérequis qu'elle doit avoir, on doit avoir quelque chose qui nous donne une très bonne zone de couverture avec un nombre de gateways relativement limité, donc c'est un protocole qui doit être longue portée. Les capteurs, personne ne veut les recharger toutes les semaines, donc il faut des capteurs qui soient très autonomes, de plusieurs années. Et enfin, il y a quelque chose dont on n'a absolument pas besoin, je l'ai dit dans les propriétés de la donnée, c'est que ces données, elles ne doivent pas être transmises avec un débit très élevé. Et ça, c'est typiquement les cas d'usage de types de réseaux qu'on appelle les LPWAN. Et dans les LPWAN, il y a plusieurs réseaux qui existent. Je vais en citer 4. 2 réseaux opérés qu'on appelle le NB-IoT et le LTEM, et 2 réseaux non opérés qui sont le Sigfox et le LoRaWAN qui ciblent vraiment quasiment les mêmes cas d'usage. Avec le LoRaWAN, on a une particularité, c'est qu'on peut tout construire soi-même. Donc à l'université, on a réalisé ce type de réseau, et on a réalisé ce type de réseau de façon complètement privée. On achète nos devices, on a acheté nos gateways qu'on a mis sur les toits de l'université, et on a installé nous-mêmes notre network server et application server. Ça nous appartient, ça veut dire qu'on en fait ce que l'on veut. Néanmoins, lorsqu'on le met en route, ça demande un investissement financier au départ, parce qu'il faut payer ces gateways et les installer. C'est peut-être l'installation qui coûte le plus cher d'ailleurs. Il faut mettre en place un serveur et l'administrer, ça demande des compétences. Et donc, ça demande aussi qu'il y ait de la disponibilité sur ces services. Et je n'ai pas du tout envie de faire des astreintes à l'université quand le réseau ne fonctionnera plus. Et donc, on peut changer complètement de type de réseau et dire, finalement, c'est une contrainte trop forte. Toute cette infrastructure-là qui marche très bien, je ne veux plus m'en occuper, je veux passer à l'opposé sur un réseau de type public. Sur un réseau public, c'est exactement la même infrastructure, absolument la même infrastructure, sauf que cette fois-ci, les gateways ne vous appartiennent pas et le serveur ne vous appartient pas. C'est-à-dire,
vous avez un prestataire qui vous fournit ce service. Le problème d'un réseau public, puisque chaque type de réseau a des problèmes avec des avantages et des inconvénients, sur un réseau public, vous ne maîtrisez pas la couverture. Ça veut dire que, et Pascal l'a très bien cité tout à l'heure, on a des aléas de transmission. Il peut y avoir des zones moins couvertes, comme dans les sous-sols, les ascenseurs, derrière un building. Il peut y avoir les aléas de transmission, une voiture qui passe, le capteur ne capte plus. Et donc, il y a des zones de couverture qu'on ne maîtrise pas, et il sera très compliqué auprès d'un opérateur public de dire « je veux absolument qu'il y ait telle zone de couverture qui soit couverte » si vous n'avez pas un très grand nombre de devices sur un point précis. Donc, on peut essayer d'avoir un curseur que l'on met au milieu. Et ce curseur que l'on met au milieu, c'est de dire je fais moi-même ma couverture, je garde mes gateways sur le toit. En revanche, je prends un prestataire pour la partie serveur qui m'apportera, elle, la disponibilité de mon réseau. Quelle que soit l'infrastructure que vous choisissez, en fonction de votre cas d'usage et de votre environnement, l'infrastructure d'un réseau LoRaWAN est assez simple et toujours similaire. À gauche, vous avez le device qui va émettre avec un type de modulation qu'on appelle la modulation LoRa. Les gateways qui sont dans la zone de couverture vont récupérer ce message. Elles vont le transmettre sur un réseau IP à un serveur LoRaWAN qui est composé d'un network server qui va gérer l'authentification des devices et d'un application server qui va gérer la confidentialité des données. Très bien. Donc ça, c'est le format général d'un réseau LoRaWAN. Maintenant que ce réseau est fonctionnel, en tout cas pour nous à l'université, quel que soit le type de réseau que vous avez mis en place, on nous demande d'installer tous ces types de capteurs, donc plusieurs centaines, pour qu'on puisse implémenter les intérêts de sobriété énergétique au sein de l'université. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin, en tant qu'utilisateur final, simplement de faire de l'enregistrement de devices sur un network server. Ça veut dire que je choisis un network server, je vais enregistrer mes devices dessus pour pouvoir ensuite récupérer la donnée à destination d'applications. Et je vais comparer le besoin, qui sont deux types d'enregistrement spécifiques qu'on appelle ABP et OTA, que je vais détailler tout de suite, à ce que l'on fait réellement. Et on va corréler ça sur le fait que ce que l'on fait réellement, à mon sens, vous me direz vos points de vue après, c'est pas suffisamment sécurisé et c'est trop complexe, en tout cas pour l'utilisateur final. Et on verra ce que je pense qu'on devrait faire, une méthode plus simple et plus sécurisée. Attention, tout ce que je vais préciser, ce n'est pas le LoRaWAN qui n'est pas sécurisé, c'est la façon dont on l'utilise qui n'est pas sécurisée. J'insiste bien là-dessus. Alors l'enregistrement d'un device sur un réseau, c'est simple, vous choisissez le prestataire qui va vous donner le network server et vous avez acheté chez votre fabricant favori, ça tombe bien, être très bon en France, un device LoRaWAN. La seule chose que vous allez à faire avec cette première méthode d'enregistrement, c'est de recopier les clés de session dans le device et recopier les clés de session les mêmes côté serveur. Il y a deux clés de session, une clé qui gère l'authentification, une clé qui sert le chiffrement. C'est simple, on recopie l'une avec l'autre de part et d'autre. Ce sont des chiffrements symétriques, donc ça fonctionne très bien. Vous allumez votre device, vous récupérez directement votre donnée du côté de l'application server. C'est simple. Un petit peu trop simple. Il y a plusieurs cas où ça ne marche pas très bien, c'est qu'il faut aussi que les paramètres LoRaWAN sont configurés les mêmes de part et d'autre, c'est-à-dire côté device et côté serveur. Alors, c'est souvent le cas, pas toujours. Par exemple, il se peut que le device ne soit pas bien au courant de la valeur à laquelle il va recevoir les données en downlink. Il ne va pas non plus savoir aussi quels sont les canaux qu'il va devoir utiliser. Il ne va pas avoir aussi l'identifiant du réseau sur lequel il est. Et donc, tous ces différents paramètres, si on n'y prête pas attention avant le déploiement du device, ça peut poser souci. Alors, pour contrecarrer un petit peu ce manque de dialogue entre le device et le serveur au début de la transmission, il y a une deuxième méthode qui existe, qui s'appelle l'OTA. La finalité, c'est exactement la même. À la fin, on doit retrouver les clés de session côté device et les clés de session côté serveur. C'est simplement le moyen pour y arriver qui est un petit peu différent. Et pour y arriver, on utilise des clés racines, qu'on appelle les root keys, associées à des identifiants. C'est ce que vous allez devoir rentrer dans votre device et rentrer côté serveur en tant qu'utilisateur final. Bien.
Alors pourquoi ça marche bien? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une join request qui va engendrer une trame provenance du device en direction du serveur. Et c'est cet échange qui va générer des clés, bien sûr les mêmes, côté device et côté serveur. Et en fait, on va profiter de ce join request pour faire le transfert des paramètres LoRaWAN, donc négocier entre le device et le serveur, c'est-à-dire que le device va être au courant de quand est-ce qu'il va pouvoir recevoir du flux en downlink, donc recevoir de la donnée si c'est un actionneur, quel canal il va pouvoir utiliser, et éventuellement son identifiant en réseau. Et il y a une particularité aussi spécifique à l'ETA, c'est que le device, il peut reproduire des join requests autant qu'il veut dans sa vie, et à chaque fois qu'il va reproduire, il va y avoir un renouvellement des clés de session, ce qui est plutôt bénéfique pour la sécurité. Donc nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Si je fais un petit exemple, je dois simplement, lorsque je reçois mon device de mon fabricant, recopier les identifiants et les clés côté serveur. Ça, c'est une opération qui est assez simple. On la fait et ensuite, on passe directement à la récupération des données où on peut facilement réaliser un petit dashboard. Donc voilà un petit exemple de dashboard. Vous voyez qu'ici, on respecte quasiment les 19 degrés préconisés. Et ce device, il émet toutes les 10 secondes. Alors, il y a quand même quelque chose qui me perturbe dans ce que je vous ai démontré dans le transparent précédent. C'est que, à tous, à 100 personnes ici, j'ai montré ma clé racine. La root key, c'est mon élément hyper important pour le device. Si je vous le montre, ça veut dire que vous êtes capable de voir mes données. L'utilisateur final, souvent il dit « Oui, mais moi, je vois de la température. La température, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas des données très sensibles. » Alors, en fait, avec une root key, non seulement on peut effectivement voir les données, mais en fait, vous pouvez rentrer dans le device. Vous pouvez le stopper. Quelqu'un vient de me hacker mon device. J'avais un complice, ça tombe bien, Anthony, qui m'a aidé à monter cette petite manipulation. Quelqu'un vient de rentrer dans mon device. Donc ça veut dire que la root key que je vous ai fournie, ce n'est pas simplement le fait que vous pouvez voir mes données, mais c'est que vous pouvez stopper mon device et même envoyer n'importe quoi. Ça veut dire que si mon device ici, il était en train de réguler une clim de serveur ou de frigo où il y avait de la marchandise, la clim ne fonctionne plus et vous avez tout foutu en l'air. Si vous avez 3000 devices en cours de route, en déploiement, et qu'en un clic, quelqu'un vous a piqué votre root key et lancé une attaque, vous allez passer une mauvaise journée, voire beaucoup plus. Alors, en gros, vous dites, si un device est une maison, vous dites, la root key, donc la clé de votre maison, je considère que ce n'est pas trop grave si les gens viennent voir ma donnée. Donc vous considérez que les gens peuvent se rentrer chez vous, mais vous leur dites, attention, vous touchez avec les yeux. Vous n'avez pas le droit de saccager ce qui est à l'intérieur, chose qui n'est pas vraie si jamais vous possédez ces informations. Alors qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que l'on fait réellement? Parce que vous pourriez me dire, oui, mais moi quand j'enregistre mes devices, je le fais rarement au wireless day, en tout cas pas en direct, et donc je n'ai pas 100 personnes qui regardent derrière mon PC qu'est-ce que je suis en train d'enregistrer. Ah bon, on va regarder comment c'est fait. Alors, en haut, j'ai le fabricant du device, au milieu, j'ai l'utilisateur final, et donc j'ai la troisième partie qui est l'opérateur de réseau. Quand vous allez sélectionner la flotte des devices que vous allez recevoir, vous allez donc commander ces devices et vous allez recevoir le device ainsi que les clés racines de chacun de vos devices. Et comment vous recevez ces clés racines? Eh bien, vous recevez un email, bien sûr ultra confidentiel, dans lequel on vous donne la chose suivante. On vous dit, voilà l'ensemble des clés que vous allez pouvoir utiliser pour enregistrer vos devices sur n'importe quel network server, ça marchera. Bien sûr, on met en pièce jointe un fichier CSV avec les 500 clés. Ça se fait tout le temps. Et deux cas qui sont un petit peu plus rares, mais que je vois souvent quand même en formation. Premièrement, on dit, pour que ce soit plus simple, j'ai mis la même clé sur tous les devices.
mais pour que tu puisses savoir quel device correspond à la même clé, à quelle clé, j'ai aussi mis la clé sur le device. Ok, donc ça veut dire que si mon device c'est une maison, vous avez 3000 maisons, vous avez mis la même clé partout et pour être sûr que tout le monde puisse rentrer, vous avez laissé la clé sur la porte. Une fois que vous avez ça, néanmoins, vous avez votre clé et vous pouvez provisionner votre network server. Ça veut dire que vous pouvez faire l'opération que j'ai faite sur le transparent précédent, recopier les identifiants et la clé sur le network server de votre choix. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux changer d'opérateur? Donc bien sûr, des opérateurs qui arrêtent les réseaux LoRaWAN, ça n'existe pas, mais on peut imaginer que des réseaux LoRaWAN apparaissent avec des opérateurs qui ont un meilleur deal, donc qui font des choses moins chères. Donc je veux changer. Alors ça, c'était l'échange des clés de session. Donc je veux changer d'opérateur. Si je veux changer d'opérateur, qu'est-ce que je fais? Simplement, je prends ma clé racine et je vais l'enregistrer vers un autre opérateur, tout simplement. Et cet autre opérateur, lorsque je vais réaliser la join request, il va me fournir lui-même aussi les clés de session. Alors si je regarde qui possède les clés au final, eh bien tout le monde. Le fabricant, l'utilisateur final, le premier network server, après le provisionnement bien sûr, et le deuxième network server. On peut imaginer que le premier network server a été sympa à effacer des clés, mais bien sûr, on ne peut jamais en être sûr. Et si je regarde la procédure que doit réaliser l'utilisateur final pour enregistrer son device sur le réseau, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recevoir ce fameux email avec les identifiants et les clés. Il doit faire un provisionnement manuel, alors bien sûr en masse quand il a le fichier CSV sur le network server, mais surtout il doit se stresser parce que après, tout ce que j'ai dit bien sûr était vulgarisé, bien sûr après il va sécuriser ces fichiers sur lesquels il a stocké ses clés et donc il devra faire attention à ne pas les divulguer. Bien sûr c'est fait beaucoup mieux que ce que j'ai précisé ici. Donc c'est un process qui est un peu stressant et qui n'est pas si simple. Alors qu'est-ce que nous devrions faire? Le plus simple en réalité, pour pas que ça arrive, eh bien ça serait que l'utilisateur final, il n'ait pas connaissance de ces clés. Le meilleur moyen pour qu'il puisse traiter facilement la sécurité, c'est qu'il n'ait absolument pas à la gérer. Comment est-ce qu'il fait pour ne pas gérer la sécurité? On ne lui donne pas les clés. Ça veut dire qu'en amont, le fabricant du device, il va provisionner un autre type de serveur qu'on appelle le join server. Et ce join server, en accord avec le fabricant, ils vont être provisionnés avec ces fameuses root keys. Une fois que les root keys, elles sont dans le device et dans le join server, le fabricant peut jeter ses clés de façon complètement sereine, puisque les clés qui sont à l'intérieur du device ne pourront plus jamais être lues, elles pourront être que écrites. Donc si jamais l'utilisateur final il veut changer les clés, éventuellement il pourra, mais par contre il ne pourra jamais les lire. Personne ne pourra les lire. Et donc quand l'utilisateur final va acheter son device, il va recevoir le device qui est déjà provisionné avec ses clés, et il aura simplement à faire la connexion entre le join server et le network server pour les rapprocher. Et la seule chose qui va lui renseigner l'utilisateur final dans le network server, c'est simplement des identifiants. Et ces identifiants, ce sont des données qui sont non confidentielles, qui pour le coup peuvent être écrites sur le support du device lui-même. Et donc, une fois que tout ça marche, ce n'est plus le network server qui va définir les clés de session, mais c'est le join server qui va les fournir. Et tout se passe très bien. Que se passe-t-il maintenant si je dois changer d'opérateur? Eh bien, à ce moment-là, il faut que l'utilisateur final fasse la même opération qu'il avait fait précédemment, qui retourne sur le join server, qui refasse cette connexion entre le join server et le network server pour qu'il lui précise quel network server il utilise. L'utilisateur final va refaire un provisionnement, certes, dans le deuxième network server, mais seulement les identifiants, qui sont non confidentiels, qu'il peut laisser traîner sur un fichier tel qu'il le souhaite, de la façon dont il le souhaite sur ses PC, absolument sans aucun problème.
Et à ce moment-là, il va y avoir une nouvelle join request qui va partir et le join server va refournir des nouvelles clés de session avec des nouvelles informations liées au nouveau réseau que le device avec lequel le device vient de communiquer. Si on regarde maintenant qui possède la clé, sûrement pas l'utilisateur final. Lui, il veut quelque chose de simple et de sécurisé. Et la meilleure façon de faire quelque chose de sécurisé pour lui, c'est qu'il n'ait pas à s'en soucier. Donc, qui possède les clés? Le manufacturer de départ et le join server. En réalité, le manufacturer, il peut même ne pas les avoir parce que le join server peut fournir l'élément qui possédera les clés qui pourrait être même mis directement dans le device. Donc, si on pousse ce système-là le plus loin possible, on peut dire qu'il n'y a que le join server qui possède les clés. Et quelle est la procédure pour que l'utilisateur final puisse enregistrer ces données, si on la compare avec tout à l'heure? Là, finalement, l'utilisateur final, il va juste recevoir des identifiants qu'il va devoir provisionner sur le network server. Et ça, le provisionnement, il peut être simplifié puisque ces données, elles vont être inscrites sur chacun des devices. Pour le coup, il n'y a pas de sécurité associée. Et c'est fait souvent à base de QR code. Donc, si je prends le même exemple et que je reprends le schéma de mon network server avec le provisionnement du device qui se trouve à gauche et le network server qui se trouve à droite, cette fois-ci, donc tout à l'heure, j'avais les 3 items que je devais renseigner. Cette fois-ci, je fais le même type d'enregistrement, mais je n'ai pas accès à la clé en tant qu'utilisateur final. Et je vais simplement sélectionner dans un menu déroulant le fait que je ne veux plus utiliser de l'OTA d'enregistrement classique, mais de l'OTA avec un join server externe. Et je vais pouvoir flasher un à un l'ensemble de mes devices pour pouvoir les enregistrer automatiquement sur le network server. Donc une opération beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisée pour l'utilisateur final et pour l'ensemble du réseau. Alors bien sûr, la question qui tue, c'est pourquoi est-ce que c'est peu implémenté? Et c'est la question que je me suis posée aussi quand j'ai écrit C'est transparent. Et je suis à peu près sûr que c'est la question à laquelle vous souhaitez une réponse. Alors, j'ai fait exactement la démarche intellectuelle que vous pourrez avoir ensemble, dire je mets les 3 entités et j'essaye de voir quels sont les besoins de chacun. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, je vais déculper directement l'utilisateur final, qui, pour lui, a qu'un seul objectif, c'est que ça soit simple et sécurisé. Et encore une fois, lui, il se fout de la technologie. En tout cas, il devrait s'en foutre. C'est-à-dire que moi, les utilisateurs finaux, je ne devrais pas les avoir en formation. On devrait avoir que des gens qui souhaitent réaliser des applications pour mettre en œuvre de l'un des objets. Pas quelqu'un qui va apprendre une technologie particulière, un IoT ou LoRaWAN ou quoi. Et donc, il reste autour de la table le device manufacturer et les opérateurs de réseau. Alors, le device manufacturer de réseau, le fabricant de device, il dit bah, moi, je suis d'accord. Allez, c'est parti. Mais par contre, je veux absolument que les personnes à qui je vais vendre mon device, ils puissent être sûrs de pouvoir installer leur device de partout. C'est-à-dire qu'il y ait une standardisation entre le join server et le network server et que ces standardisations elles soient implémentées. Ça existe. C'est standardisé par la LoRa Alliance. Donc, côté technologique, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'opérateur de réseau, il dit bah, c'est vrai, on peut le faire technologiquement, d'ailleurs on le fait quand on veut, mais il y a tellement peu de fabricants qui nous demandent ce service actuellement que le peu qu'ils nous demandent, on aimerait bien qu'il reste sur notre propre network server. Donc si vous voulez, il y en a un qui attend que la disponibilité de la techno soit là, et l'autre qui attend que les fabricants se manifestent pour qu'on puisse avoir plus de business. Donc, ce n'est pas un problème technologique, mais c'est plutôt un problème stratégique et commercial. La conclusion que je voulais, et ensuite je vous laisserai la parole pour avoir vos retours d'expérience, puisque vous êtes un des 3 parties ici, c'est que, encore une fois, si on veut arriver vers un déploiement relativement massif de devices, on ne peut pas considérer que, alors que la technologie, elle, est parfaitement sécurisée et qu'elle permet de faire des choses simples,
On ne peut pas faire en sorte que cette sécurité elle soit dans la main de l'utilisateur final. Je vous remercie de votre attention.